À deux doigts d'une catastrophe, ou comment une opération de routine de l'armée israélienne en plein cœur de Naplouse aurait pu embraser toute une région, ou comment une erreur d'identification a entraîné un vif échange de feu entre les services de la sécurité préventive palestinienne et les soldats israéliens. Comment un tel incident a-t-il pu arriver? Nous poserons la question à un ancien policier d'élite qui a mené des centaines d'opérations comme celle-ci. À deux doigts, là aussi, d'une série d'attaques meurtrières. Selon la presse britannique, le Hezbollah, piloté par l'Iran, avait activé en 2015 des cellules en plein cœur de Londres. C'est le Mossad qui aurait permis au service de Sa Majesté de les arrêter. On en parlera dans un instant avec l'ancien numéro 2 des services israéliens. Mais avant cela, on démarre avec le mini-journal de la Défense présenté par Myri Maman. Bonsoir Myri. Bonsoir Mathias, bonsoir à tous. Et on commence tout de suite par ces nouvelles frappes attribuées à Israël en Syrie. Dans la nuit de mardi à mercredi, la base d'observation de Tal al-Khara dans la région de Deraa a été ciblée. Il s'agit d'un site qui surplombe le Golan où se trouvent des combattants iraniens. Selon les médias syriens, pas de pertes humaines mais bien des dégâts matériels. Les mêmes sources affirment que juste avant ce raid, Israël a mené une autre attaque électronique, celle-là contre des systèmes de radar syriens en provoquant des interférences. Et puisque l'on parle de l'Iran, l'actualité de cette semaine est marquée par cette annonce de l'AIEA, l'Agence de l'énergie atomique. Téhéran a accéléré sa production d'uranium enrichi. Ce que ne dit pas l'organisation onusienne, c'est si le régime des Mollahs viole ainsi l'accord sur le nucléaire de 2015. Quoi qu'il en soit, le Premier ministre israélien a déjà averti, Israël ne laissera pas l'Iran obtenir la bombe atomique. Un mot sur cette transaction entre Rafael et l'Inde. L'entreprise israélienne a vendu pour 20 millions de dollars une nouvelle arme intelligente, un nouveau modèle de Spice 250. Il s'agit d'une bombe de précision. Le Spice 250 est une arme sol-air autonome et commandée à distance qui permet d'attaquer des cibles avec une précision extrême sans dépendre de la navigation GPS. La bombe a une autonomie, tenez-vous bien, de 100 km. Le modèle est exposé en ce moment au Salon du Bourget. Enfin, on termine avec les 12 mineurs français rapatriés depuis lundi d'Irak en France. Il s'agit de jeunes enfants de djihadistes orphelins ou isolés. Le plus jeune est un bébé d'1 an. Le plus âgé est un garçon de 12 ans. Ils ont été accueillis par leur famille, des grands-parents pour la plupart. Ils sont pris en charge par les services sociaux français. L'Élysée a réaffirmé que ces rapatriements se faisaient au cas par cas. Ils ne sont donc pas automatiques, même dans le cas de très jeunes enfants. Voilà, c'est la fin de ce point sécurité-défense. Mathias, je vous laisse en compagnie de vos invités. Excellente soirée. Allez, on ouvre ce numéro avec cette information révélée donc par nos confrères du Télégraphe en début de semaine. Les services de renseignement britanniques ont-ils évité un attentat à Londres en 2015? Selon le quotidien britannique, une cellule terroriste affiliée au Hezbollah était prête à passer à l'acte. L'affaire n'a été révélée en début de semaine donc. Lucas de Villepin nous en dit plus. On retrouve l'ancien numéro 2 du Mossad qui aurait transmis donc l'information à ses confrères anglais. C'est dans la banlieue de Londres que les explosifs ont été découverts. 3 tonnes de nitrate d'ammonium, une substance couramment utilisée pour la préparation de bombes artisanales. Elles étaient enfouies sous des blocs de glace dans 4 entrepôts différents. La logistique est assurée par une cellule du Hezbollah en Angleterre. L'objectif, préparer une attaque terroriste de grande ampleur. Scotland Yard et les services secrets britanniques ont fait cette découverte en 2015. Mais l'affaire est révélée ce lundi par le quotidien britannique Daily Telegraph. À l'époque, David Cameron, alors Premier ministre, et sa ministre de l'Intérieur Theresa May, actuelle chef du gouvernement, choisissent d'étouffer l'affaire. Le Royaume-Uni veut ménager l'Iran, principal soutien du Hezbollah. Car quelques mois plus tôt, l'accord sur le nucléaire a été signé avec Téhéran. D'après des sources sécuritaires, le Mossad a averti le Royaume-Uni du risque terroriste sur son sol. Depuis cette affaire, Londres a durci le ton vis-à-vis du groupe chiite libanais. En février dernier, le Royaume-Uni a placé la branche politique du Hezbollah sur sa liste d'organisations terroristes. Ram Ben Barak, bonjour, vous êtes ancien numéro 2 du Mossad et aujourd'hui député de l'opposition au sein de la formation bleu-blanc. Pourquoi la Grande-Bretagne a attendu si longtemps selon vous avant de dévoiler ce coup de filet contre le Hezbollah en plein Londres? Je n'essaie pas d'expliquer. C'est une question interne, propre aux Britanniques qui décident quoi dire et quand le dire. Je n'essaie même pas de les comprendre. Entre le devoir de la population de savoir et l'intérêt sécuritaire des autorités, il y a une différence. Il est possible que Londres ait décidé de ne pas trop en dire pour alerter d'autres cellules.
Des sources sécuritaires m'ont personnellement confirmé que c'est le Mossad qui a transmis les informations sensibles à ses confrères du MI5, les services intérieurs britanniques. Est-ce que vous confirmez ? Là aussi, je ne vous dirai pas ce que je pense. Celui qui vous a confirmé l'info l'a fait. C'est très bien pour vous. Tout le monde peut penser ce qu'il veut. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le domaine de la lutte antiterroriste, il y a une excellente collaboration entre de nombreux services dans le monde, particulièrement entre les Israéliens et les Britanniques, mais aussi avec les Américains, les Allemands, les Français et les pays scandinaves. La terreur frappe de partout, elle dépasse les frontières. Voilà pourquoi cette coopération doit prendre en compte la réalité du terrain. Nous sommes unis face à la terreur islamiste, ou plutôt la terreur de manière générale, quelle que soit sa forme. Il faut la gagner, et je ne suis donc pas surpris de voir des coopérations dans ce domaine. Mais si je ne me trompe pas, vous étiez numéro 2 des services israéliens au moment des faits, c'est-à-dire en 2015. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la guerre de l'ombre menée par le Mossad hors de ses bases ? Je ne peux pas parler d'incidents ou d'années en particulier. L'Iran et son proxy, le Hezbollah, sont engagés dans une guerre continue contre nous. L'Iran est un État terroriste qui pilote des cellules terroristes dans le monde entier. Une partie de ces attentats en préparation à Londres a été révélée cette semaine, comme aux États-Unis, à Chypre, en Australie, en Allemagne. C'est l'Iran qui est derrière ces tentatives d'attaque ou ces attaques via ses proxys, comme le Hezbollah ou d'autres cellules dans le monde. Le Mossad et Israël luttent depuis des années contre la terreur iranienne, avec parfois plus ou moins de succès. C'est une guerre qui a existé, qui existe et qui malheureusement existera dans le futur. Je ne vois donc pas comment les Iraniens vont pouvoir ralentir leurs activités terroristes. Ce que je vois, c'est que des pays européens continuent de soutenir les Iraniens malgré ces activités terroristes. Les Allemands, les Britanniques ont subi des attaques de groupes chiites. J'aurais attendu de ces derniers plus de pression, de sanctions contre l'Iran en raison de ces activités terroristes. Il y a une question qui me taraude, Rami Ben Barak. Pourquoi, dans ce cas-là, si les risques sont imminents, laisser faire le pays visé, ne pas agir soi-même ? S'il y a une activité terroriste en Grande-Bretagne, je ne vois pas pourquoi ce ne sont pas les Britanniques eux-mêmes qui opèrent sur le terrain. Pourquoi le Mossad devrait lui-même opérer ? Je parle d'une organisation terroriste qui frappe tout le monde. Le pays en question a l'avantage du terrain. Je ne vois pas pourquoi le Mossad agirait. Lorsque nous savons qu'il y a une attaque en préparation, et ce, quel que soit l'endroit dans le monde, nous partageons cette information avec le pays visé, le pays en question, afin que ces services arrêtent les responsables. Il est parfois nécessaire, s'il n'y a pas d'autre solution, d'agir seul. Mais c'est toujours mieux de se servir de cette coopération. Donc on reste dans le cas classique de la coopération entre les services ? Oui, je le répète, il existe une coopération presque pieuse entre les services lorsqu'il s'agit de lutte antiterroriste, dans la mesure où la terreur dépasse le cadre des frontières d'un pays en particulier. Impossible de lutter contre cette terreur dans un endroit spécifique. C'est une pieuvre à plusieurs tentacules. Que ce soit les Américains ou les Européens, ils ont compris qu'il faut une vraie coopération au niveau du partage des informations et opérationnelle pour lutter efficacement contre cette terreur. Donc cette coopération passe au-delà des clivages politiques ? Oui, parce que lorsqu'un bus explose, ce sont des civils qui meurent. Et ça, nous devons l'empêcher. Et le meilleur moyen pour cela, c'est via une coopération entre les services. Merci Rami Ben Barak. Je rappelle que vous êtes ancien numéro 2 du Mossad et actuellement député de l'opposition au sein de la formation Bleu-Blanc. Le Hamas laisse de nouveau les ballons incendiaires brûler les champs et les forêts des localités israéliennes frontalières et menace de reprendre des manifestations violentes les vendredis le long de la clôture. Résultat, Israël décide de réduire de 15 à 6 000 nautiques la zone de pêche. Au même moment, une délégation d'agents du renseignement qatari et égyptiens se rendent à Gaza pour éviter un conflit. Mais il faut se rendre à l'évidence. Pour ce responsable de la sécurité de Netiv HaSara, village frontalier de Gaza, c'est une question de temps avant que le prochain conflit n'éclate. Écoutez-le. Au cours des dernières semaines, nous commençons à ressentir une nette augmentation du nombre des départs de feu.
On en compte 2 à 4 par jour, voire davantage. Mais oui, nous ressentons une reprise des activités des ballons incendiaires. Et ce, après une année où nous avons subi ces feux de plein fouet. Il est clair pour nous qu'il va falloir régler cette situation au plus vite. Une situation qui ne va pas être plus facile pour nous. Ça, on le sait. C'est presque une routine, un conflit de courte durée qui en pousse un autre. Et visiblement, il est probable que d'ici quelques jours, 1, 2 semaines, peut-être demain, nous soyons face à un nouveau conflit armé. On continue de parler du Hamas, mais dans les territoires, car c'est l'un des hommes du mouvement terroriste qui était allé arrêter les soldats de l'unité d'infanterie Nahal au cœur de Naplouse, sauf qu'il y a eu une erreur d'identification et un vif échange de feu a éclaté entre les soldats israéliens et les hommes de la sécurité préventive palestinienne. Oren Or-Bitoun, vous êtes un ancien commandant d'équipe de l'unité des Mistaravim, l'unité d'infiltrés de la police des frontières. Vous avez réalisé des centaines d'opérations comme celle-ci. Est-on réellement passé à 2 doigts de la catastrophe? Catastrophe pour une raison très simple. C'est une forme de combat face à dans des secteurs où se trouvent des terroristes. C'est pas que nous avons fait une excursion sur une place centrale à Tel Aviv ou sur les Champs-Élysées. Non, nous ne sommes pas là. Nous sommes dans des endroits, des secteurs où il y a de nombreux terroristes et le travail est très sensible. La catastrophe n'est pas peut arriver, mais c'est pas évident que ça se produise. Mais en fin de compte, la force qui était présente a été dévoilée face à l'autorité palestinienne, les forces de sécurité palestiniennes, et ces forces-là étaient en civil. Et quand ils sont en civil avec des kalachnikovs, les forces israéliennes ont quelques secondes pour décider si ce sont des terroristes ou ce sont des forces de sécurité palestiniennes. Et dans ces cas-là, il est arrivé ce qui est arrivé. Les forces israéliennes ont réagi parce qu'elles craignaient pour sa vie et face aux forces qui se trouvaient sur le terrain. Oren, essayez de nous faire revivre ce qui se passe dans la tête d'un soldat au moment, vous avez connu ce genre de situation, au moment où vous vous trouvez nez à nez face à un homme armé. Encore une fois, les ripostes doivent être rapides, très rapides. Le même combattant ne peut pas prendre des chances inutiles. Et s'il sent qu'il est en danger pour sa vie, il doit répondre immédiatement. Les directives d'ouverture du feu de l'armée sont très, très claires. Il est interdit de tirer, sauf si on craint pour sa vie et pour la vie de ses compagnons. Si on sent un danger et que ce danger est réel et qui risque on risque d'être touché et tué, on doit riposter rapidement. Je pense que si toute cette action, et en ce moment il y a une enquête, mais si les membres des services de sécurité palestiniens s'étaient présentés, s'étaient identifiés, ça ne serait pas arrivé. Notre objectif, c'est de coopérer avec les Palestiniens et nous leur donnons des informations sur tout ce que nous faisons dans les territoires. Justement, Oren Or-Bitoun, est-ce que ce type d'erreur d'identification est courante au sein de ces opérations? Ça arrive, même de notre côté. C'est pas que du côté palestinien. Ça arrive entre nos forces à nous. Ce sont des feux ennemis, des feux amis, on appelle ça. Nous identifions des combattants, et ça nous arrivait nous aussi. Des forces incognito sont repérées, ils rentrent en civil et nos combattants qui étaient en uniforme leur ont tiré dessus et ont blessé 3 de nos combattants. C'est un feu ami. Nous avons tiré sur notre propre force et notre officier a reçu 3 balles. Et tous les officiers ont reçu des balles dans le dos, dans les jambes. Et ça arrive, des tirs par erreur. Et les forces de sécurité tentent de trouver des solutions pour éviter ce genre d'incident. Et là, encore une fois, il y avait une erreur d'identification. Et ce qui fait qu'il y a eu un échange de feu aussi du côté palestinien contre nous. Heureusement, personne n'a été tué dans nos forces. Il nous reste 1 minute. Très rapidement, est-ce que cela prouve que la coopération avec les services de l'autorité palestinienne fonctionne parce que justement cet incident est rare? C'est parce que cet incident est rare que cela prouve
que la coopération fonctionne avec l'autorité palestinienne? Écoute, vous entendez parler d'une opération sur des centaines que nous faisons quotidiennement. Des actions nombreuses qui se finissent normalement, où tout se passe bien. Mais il y a des opérations où il y a des incidents. Des incidents arrive lorsque l'on fait quelque chose, pas que lorsqu'on reste dans son bureau face à un ordinateur et en buvant un café. Ça arrive parce que nous sommes en opération. Et même dans les entraînements, il y a des incidents. Et malheureusement, ça ne s'est pas bien passé, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait une opération en avril 2017, où 2 combattants des forces israéliennes ont été repérés dans le secteur de Naplouse et ont été sauvés par l'autorité palestinienne qui les ont pris et les ont ramenés à la police israélienne et ils ont été finalement sauvés. Dans ce cas-là, la force n'avait pas ouvert le feu parce qu'ils savaient que s'agissait de policiers et de policiers palestiniens et personne n'a ouvert le feu parce qu'on les a identifiés. Dans le cas présent, ils ne se sont pas identifiés et on pensait que c'était des terroristes et ce qui est arrivé est arrivé. Merci beaucoup Ren Orbitoun. Toujours un plaisir de vous recevoir, ancien commandant d'équipe de l'unité de la police des infiltrés, les Mistar Avim. Il a un nom d'ange, le Gabriel, et pourtant sa fonction est toute sauf angélique. Israël célèbre cette année les 40 ans de son premier missile mer-mer, capable d'assurer les frontières maritimes du pays et de repousser les bateaux ennemis. Explication de Lise Benkemoun, et on en parle juste après avec l'un des pères fondateurs du missile. 4 mètres de long, plus de 500 kilos, le missile Gabriel est impressionnant. C'est le premier missile mer-mer de type Razan à avoir été mis en service dans le monde. Il possède un système de guidage autonome qui lui permet de repérer un navire, même par mauvais temps. Il monte à 35 mètres d'altitude, puis descend à 17 mètres pour commencer son vol de croisière. Et lors de la phase d'attaque, il se situe entre 4 et 5 mètres au-dessus de l'eau, ce qui le rend très difficile à détecter et à contrer, car il touche sa cible juste au-dessus de la ligne de flottaison. La version Mk1, utilisée pendant la guerre de Kippour contre des navires de guerre syriens et égyptiens, avait une portée de 20 mètres. Aujourd'hui, c'est la version Mk4 qui est opérationnelle dans la marine israélienne. Elle a une portée 10 fois plus importante que son ancêtre, de 100 km. Israel Aerospace Industries travaille actuellement sur le Mk5, qui sera équipé d'un turboréacteur, d'un radar actif, de contre-mesures électroniques et pourra emporter des leurres. Au moment où les frontières maritimes d'Israël semblent menacées, ce petit bijou de technologie semble plus que jamais important. Aaron Shapira, merci d'être avec nous dans cette émission Défense. Vous êtes l'un des pères fondateurs du missile mer-mer Gabriel. D'abord, c'est quoi ce missile exactement? Et le missile Gabriel a été conçu en réalité par un besoin stratégique de la marine israélienne. Vers l'année 60 du siècle passé, et Israël devrait maintenir la Méditerranée ouverte tout le temps, parce que toutes les importations, le pétrole, beaucoup des armements arrivaient par la Méditerranée. Maintenant, la Syrie et l'Égypte avaient des flottes incroyables basées sur des frégates et aussi des petits bateaux russes avec un missile mer-mer, mais quelque chose de gigantesque, de 3000 kilos. Et Israël ne pouvait pas donner une réponse dans les mêmes conditions que l'Égypte et la Syrie, parce qu'une frégate, ça coûte cher, l'opération coûte très cher, et il faut qu'une équipe de 150 personnes. Alors Israël devrait, disons, pour avoir 15 frégates, ça serait la fin de l'économie d'État d'Israël à cette époque-là. C'est donc à ce moment-là qu'on vous demande de concevoir ce missile. Et oui, alors là, la marine s'est décidée de trouver une solution basée sur les petites vedettes. Les vedettes de Cherbourg sont des petits bateaux, des petites moyennes, de 300 tonnes, mais qui poussent avoir
la même puissance de feu qu'une frégate. Avec tous les systèmes, et à part ça, la même puissance de feu qu'une frégate. Alors, pas de canons, il fallait trouver quelque chose d'autre. Alors, ils ont passé les Rubicon, ils disent, nous achetons les vedettes et nous développons un missile mer-mer relativement petit, mais qui puisse donner la même puissance de feu qu'une frégate. Et là, vous vous dites qu'ils sont fous, ou au moins que vous allez essayer de planifier, de concevoir ce missile? Non, on dit, s'ils disent, alors ils ont raison. On ne discutait pas. On était tous des jeunes ingénieurs. Ils ont eu raison? Oui. Et en réalité, qui a été les conceveurs du missile? C'était un Israélien qui avait travaillé pour Raphaël. Et après, il est allé aux États-Unis. Et quand il a retourné, il a commencé à travailler avec l'IAE. Son nom est Eventov. Mais quel a été votre rôle dans la conception, dans sa conception du Gabriel? Mon rôle, c'était de développer les systèmes de contrôle du missile et l'interface avec le système de contrôle de feu. Ça, c'était mon rôle. Maintenant, la conception du Gabriel était telle, le poids d'un missile comme ça, c'est à peu près 500 kilos par rapport au OSA, au Stinks, qui était dans le OSA de 3000. Et l'ogive, la quantité d'explosifs qu'il y avait, c'était à peu près 100 kilos. Et parce que le missile, la plateforme était basée sur un missile qui a été développé par Raphaël, mais il était téléguidé manuellement. Comme un jeu, avec un joystick, tac, 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 ça ne répondait pas ce qu'il fallait pour un missile mer-mer, pour être lancé dans un petit bateau et aller à 20 km. Ça, c'était les numéros 1. Alors, la conception du système, qu'est-ce que c'était unique? Avant tout, la partie verticale, c'était opérationnellement quelque chose. On a mis qu'il fallait voler à une altitude d'à peu près 2 mètres sur les mers, survoler la mer avec une altitude de 2 mètres à peu près, avec une vitesse de plus de 700 km à l'heure. Et ça, c'était, avant tout, il avait une grande polémique sur cela. Parce que beaucoup de gens ont dit, comment vous savez que ça va pouvoir voler dans cette altitude? Quelles vont être la perturbation? Quel est le bruit de l'altimètre? Est-ce que l'altimètre peut mesurer une altitude de 2 mètres et de l'autre côté 200 mètres? Alors on a développé un altimètre. Donc si je comprends bien, vous êtes parti de zéro. Parti de zéro, tout est parti de zéro. En réalité, les groupes ont été créés de zéro, ce qu'on appelle l'IOM MBT, MABAT, mais c'était un groupe qui a été créé spécialement pour développer le système Gabriel. Parce qu'on parle de missile Gabriel, mais en réalité, c'est un système qui inclut tous les systèmes de contrôle du bateau, avec l'interface avec le système missile. Il sert à quoi ce missile aujourd'hui, le Gabriel? Avant tout, pour la défense des bateaux et en réalité la défense de la Méditerranée. Ça signifie, puisqu'on est en pleine négociation avec le Liban sur des frontières maritimes, que ce missile, Gabriel, pourrait éventuellement protéger les frontières maritimes du nord du pays? Je crois que les relations, je ne vais pas rentrer dans cela, mais n'importe quel but je crois que la marine israélienne va pouvoir s'en charger, oui. Je suis certain de cela. Maintenant, pendant la guerre de Yom Kippour, c'était à la fin une victoire militaire pour Israël, mais les pertes, 2000 personnes ont été mortes. C'était une catastrophe. Mais pour la marine d'Israël, c'était la plus grande victoire. On a fait couler des dizaines de bateaux
égyptiennes et syriennes avec les Gabriel numéro 1. Et on n'a pas souffert ni des pertes matérielles, ni des pertes humaines. C'était une victoire fantastique. Lorsque vous regardez dans le passé, vous parliez du Gabriel 1, nous sommes plus ou moins Gabriel 4, 5. Est-ce que vous êtes fier d'avoir contribué finalement à la construction militaire du pays? Je suis très fier parce que ça veut dire que ce n'est pas moi seulement personnellement. C'était un groupe des ingénieurs jeunes avec la connaissance technique, mais pas l'expérience. C'était comme un start-up d'aujourd'hui. Et ce n'était pas un projet pour nous, c'était une mission en réalité. C'était une mission. Je crois que c'est ça. Et il n'y avait pas de problèmes personnels. On travaillait, on ne recevait pas des heures supplémentaires, mais on travaillait des samedis, et dimanche. Et on dormait même dans les... Incroyable, vous ne pouvez pas quel esprit qu'on avait dans ces groupes-là. Merci Aaron Shapiro d'avoir été avec nous dans cette émission Défense. Non, pas de quoi. Aaron Shapiro voudrait rendre hommage aux contributeurs du projet Gabriel, Yaakov Becker, Shmuel Alkon, Yona Bar Orian et Eli Barak. Et on se quitte sur ces images de la toute nouvelle vedette de la marine israélienne, mise à l'eau un navire antimissile, toute nouvelle génération, le Achim Magen, 2000 tonnes de tôle. Voilà, cette émission Défense est terminée. On se retrouve la semaine prochaine dans le monde de la défense.